Un monde que peu sont prêts à accepter, une malédiction qu'il faut apprendre à porter et une humanité fragile qu'il faut préserver, c'est ce que l'Euroliste va nous raconter aujourd'hui dans CQTJ, et ce sera juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est quoi ton jeu, l'émission où on prend le temps d'écouter celles et ceux qui viennent raconter leurs histoires avec un jeu qui les a profondément marqués. Ici, vous commencez à avoir l'habitude, on parle de souvenirs, de moments vécus, de découvertes parfois inattendues et de ces expériences qui laissent une trace durable bien au-delà de l'écran ou d'une simple table. Je suis Joël et comme d'habitude, je vais vous accompagner pour cette grosse demi-heure. On est le 14 avril et on attaque ici le 98e épisode de CQTJ. Le printemps est bien installé, vous également, j'espère. Peut-être même que vous avez la chance d'être en vacances. Et aujourd'hui, ensemble, on va plonger dans un univers un peu à part, un peu plus sombre, un peu plus intriguant et un peu plus intime également. Un univers incroyable qui se vit différemment selon le profil de joueur que nous sommes, qui propose une expérience qui se repose sur ce qu'on ressent, sur nos choix et assurément qu'on n'oublie pas. La preuve en est avec l'invité que je reçois aujourd'hui qui est Laurie, plus connu sous l'Euroliste et son site l'Euroliste.fr, créateur de contenu, passionné, voire même peut-être même, et c'est même évident, spécialiste de jeux de rôle et d'univers immersifs. Il va nous raconter comment ce jeu s'est imposé dans son parcours de joueur. Alors en attendant, installez-vous bien et bienvenue Laurie, comment vas-tu ? Ça va super, et toi? Ah bah écoute, ça va, un peu content d'être au printemps là, on espère que ces vacances de Pâques là vont être un peu plus belles que les vacances d'hiver quoi, qui viennent de passer. C'est ça, et moins pluvieux que nos régions respectives. Oui, c'est ça, exactement. Et donc oui, pour la petite blague, tu es normand, je suis breton, donc Nous sommes nous ennemis. avons l'habitude. Les frères ennemis, on a l'habitude, mais on se plaint quand même parce que nous sommes français et qu'on est fiers de l'être. C'est la première fois que tu viens dans l'émission, je l'ai un peu teasé, on va parler de jeux de rôle. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas abordé la thématique du jeu de rôle dans ce podcast, donc je suis sincèrement ravi de te recevoir pour parler de ça. Et avant tout, j'aimerais savoir un petit peu comment le jeu est entré dans ta vie. Alors pas forcément le jeu de rôle, peut-être le jeu au global, mais c'est un petit rituel que j'ai avec tous mes premiers invités, donc tu n'y coupes pas. Alors, comment Vampire est arrivé dans ma vie? Bah, il est arrivé un petit peu en même temps que le jeu de rôle. Je suis arrivé dans un petit village de 6000 habitants d'où je viens. Ouais, J'ai rejoint un club de jeux de rôle parce qu'ils faisaient des figurines de Warhammer, ok, donc du haut de mes 13 ans. Donc je suis tombé sur un club avec des mecs de 18-25 ans qui sont toujours mes amis aujourd'hui, 30 ans plus tard. trop bien. Quand j'ai commencé le jeu de... Enfin, j'ai rapidement commencé le jeu de rôle suite aux figurines Warhammer parce qu'ils faisaient pas que du Warhammer chez eux. Je suis tombé dedans parce que l'imaginaire, toutes ces choses-là, c'était vraiment mon kiff depuis le début. Donc j'ai grandi avec on va dire ces grands frères-là qui étaient le club de jeux de rôle. Ouais. Et donc j'ai découvert très très rapidement Vampire, qui lui est sorti en 91. Et donc moi, quand je suis arrivé dans le club de jeux de rôle, c'était en 95. Ah oui, donc t'es vraiment arrivé, ou t'as même découvert ce JDR vraiment quasi au tout début de son arrivée, quoi. C'est ça, il y avait quelques années de plus aux US, mais chez nous, c'était la V2, je crois, qui est arrivée en 93. Ouais. Donc vraiment, on est tombé dans le truc et c'était le début j'allais dire de la fin, mais et ce jeu m'a accompagné à 30 ans. Et la preuve, c'est que hier soir, j'étais en partie de Vampire. C'est excellent. Et question un peu bête, hein, on ne s'en lasse jamais, j'imagine. Non, il fait partie des jeux où il y a tellement d'univers, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à faire que il dépasse pour moi pas mal d'autres jeux. Je vais prendre l'exemple classique du Donjons et Dragons. Ouais. Donjons et Dragons, je m'en suis un petit peu lassé parce que entre les jeux vidéo qui existent, toutes les versions qui sont sorties, les Pathfinder, les Donjons et Dragons, Ouais. Faerûn, tous ces trucs-là, en fait, on les côtoie beaucoup depuis 30 ans et le système n'a pas trop évolué, c'est le même carcan. Ok. Là où Vampire, vu que le jeu est moins ce qu'on appelle ludique, c'est-à-dire moins tactique, moins jet de dés, moins compétences, moins montée niveau, ce genre de choses, il est beaucoup plus ce qu'on appelle narratif. Ouais. Et il y a tellement de lore dans le jeu que il y a de quoi faire, il y a de quoi jouer depuis les croisades jusqu'à l'époque moderne, tout en passant par l'ère victorienne et chaque chose serait différente quand même. Donc, et le jeu est ancré dans l'histoire humaine. D'accord, ouais. Ce qui le rend en fait très accessible sur pas mal de choses. Je vais prendre un exemple. Pour ceux qui connaissent le jeu,
la Camarilla est régie par des princes et le prince de Paris s'appelle François Villon. Ok. Et si on regarde dans les livres d'histoire, c'est un poète maudit du 15e siècle ou quelque chose comme ça. D'accord, on pioche vraiment dans l'histoire et dans le réel pour façonner notre jeu et notre fiction, quoi. C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors c'est vrai que peut-être certains vont se poser la question, mais comment au bout de 30 ans on peut ne pas se lasser d'un jeu? Ça, tu vas nous l'expliquer. Mais avant que tu nous parles de tes histoires, anecdotes et tout ce que tu aurais envie de nous dire sur Vampire la Mascarade, je te laisse nous présenter, en bref, pour les néophytes et ceux qui ne connaissent rien aux jeux de rôle et ceux qui ne connaissent pas Vampire, ce que c'est. Et puis après, on verra pour la suite. Alors, le jeu de rôle, si les gens ont besoin, j'ai déjà fait des vidéos sur c'est quoi le jeu de rôle, vraiment présenté de façon le plus proche des nantis possible. Bon, même si je pense que maintenant, beaucoup de gens Oui. ont vu Stranger Things, les enfants qui jouent à Donjons et Dragons, donc maintenant ça commence à plus trop avoir besoin. Mais dans les exemples que j'aime bien donner, c'est le premier que je donne souvent, c'est faut imaginer qu'on joue à Cluedo, mais il y a un metteur en scène et un peu de théâtre pour jouer les personnages. Ok. Ça, c'est le premier exemple que je donne aux gens parce que ça leur permet de se dire ah oui, ok, ok, c'est comme du Cluedo, mais ah, je suis le colonel Moutard, je vais vous expliquer le truc, etc. On peut ajouter un peu d'acting. Et l'autre exemple que je dis, c'est qu'il y a un metteur en scène qui vous raconte une histoire, mais qui vous emmène avec lui. Donc le jeu de rôle se passe toujours autour d'une table. Il y a souvent un maître de jeu, même s'il y a des versions diverses et variées de faire du jeu de rôle. Ouais. Le but du jeu, c'est qu'il fait jouer un scénario à un groupe de personnes, donc un groupe de personnages. Donc certains vont jouer à un archer dans un Seigneur des Anneaux, par exemple. Mhm. On peut considérer que Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, est une partie de jeu de rôle où Aragorn est un des personnages et que Peter Jackson, en fait, est le maître de jeu derrière et qui dit « Vous allez vivre ça. Ah, il y a des orques qui arrivent, qu'est-ce que vous faites ? Ah, on se planque. Ah, on fait ça. Ah. » Et on régit tout ça avec des jets de dés pour la plupart des jeux de rôle. Ouais. Et ça permet de gérer les actions entre eux. Et c'est un loisir qui marche chez les jeunes comme chez les plus vieux que je commence à rejoindre tout doucement du haut de mes 44 ans. Ouais, on a le même âge, un peu ou prou. Hein. J'ai fêté mes 44 il y a 5 jours, donc tu vois. Ah oui, on est de la même période. Moi, c'était il y a un mois. Ouais, voilà, tu vois, donc c'est exactement ça. Mais oui, c'est ça, il n'y a pas d'âge en fait pour s'y mettre. Il suffit d'aimer les histoires, d'aimer vivre des histoires et peut-être oser mettre son imagination au service d'une histoire contée par un maître de jeu. Et il y a des choses qui sont adaptées pour justement tous les âges. Je vais prendre un exemple. Si certains sont intéressés au jeu de rôle, il existe un jeu qui s'appelle Donjons et Chatons. Ok. Donc on joue des chatons dans un monde où les post-apocalyptique, mais très très joli, très très mignon, où en fait il reste des trucs des humains et tous les miaous sont en train de chercher ça sert à quoi ça, ils ont la miaougie Oh, bien. pour faire de la magie. Ah oui oui, c'est vraiment et l'univers est très enfin moi en tant qu'adulte j'adore. Mais je pense qu'en tant qu'enfant, tu peux faire de la miaougie puis dire ah on a trouvé un grand récipient que les anciens humains utilisaient pour cuire les aliments. Et en fait, c'est marqué frigidaire sur le truc parce que ils interprètent comme ils peuvent. Ouais. Donc, il y a plein de petites choses comme ça où c'est assez rigolo. Puis c'est très. Alors, c'est cucu, mais c'est très adapté justement aux plus petits parce qu'effectivement, il y a quand même une image de jeu de rôle qui est ah ouais, mais tu des monstres dans des donjons, c'est bizarre. Non, non, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas un jeu sexuel non plus. Non, c'est un jeu de société avec du théâtre. Tout simplement. Ouais, voilà. Et puis, de toute façon, voilà, il y a des histoires, comme tu l'as dit, pour tous âges. Par contre, c'est vachement sympa que tu me parles de Donjons et Chatons, parce que l'une des questions que je t'avais préparées pour la fin, c'est si tu voulais initier des enfants ou des jeunes personnes aux rudiments du JDR, qu'est-ce que tu me conseillerais? J'ai déjà une référence, donc je suis ravi. C'est ça. Donc, tu pourras me la reposer plus tard, parce qu'il y a 2-3 trucs où je pourrais développer plus si tu veux. Mais très bien, mais écoute, garde-le dans un coin de ta tête, si jamais j'oublie, au moins tu pourras rebondir dessus. Ça marche. Le jeu de rôle, c'est ça, et toi, le jeu que tu vas évoquer aujourd'hui, qui est Vampire, appelé également Vampire la Mascarade, qui date de 91, est-ce que tu peux un peu nous présenter cet univers-là, s'il te plaît? Alors, Vampire la Mascarade, c'est un monde assez ténébreux, assez sombre, qui se passe donc dans notre monde. Ok. C'est-à-dire, quelle que soit l'époque utilisée dans Vampire, les vampires sont cachés parmi les humains, ne se montrent pas. C'est ça justement, en fait, il y a les règles de la Camarilla, qui est la secte principale, on va dire, de vampires. Oui. Le mot mascarade, en fait, vient du fait que ils ne doivent pas se révéler aux humains. Donc l'idée, c'est de rester caché parce que c'est suite notamment à la première Inquisition qui a eu lieu au Moyen-Âge. Ok. Donc les vampires sont vraiment restés cachés. Pour avoir une petite idée, en fait, l'inspiration de base, c'est les romans d'Anne Rice. Donc Anne Rice, c'est notamment ce qui a donné lieu au film Entretien avec un vampire,
qui était sorti dans les années 90, qui lui aussi est inspiré d'Anne Rice, Ok. qui serait un film infaisable à faire aujourd'hui parce qu'au casting, je crois qu'il y avait Brad Pitt, Tom Cruise, Ouais, c'est ça. Christian Slater, Antonio Banderas et Kirsten Dunst. Donc pour donner un peu une idée, aujourd'hui, je pense qu'ils sont un peu trop chers pour faire ce genre de film. Ouais, c'est ça, quoi. Donc voilà l'inspiration. Ça s'inspire aussi des contes un peu bibliques, c'est-à-dire que le vampire de la première génération, c'est Caïn, celui qui a tué Abel. Ouais. Donc ils ont transformé ça, et donc il y a pas mal de choses en vampire où ils ont transformé une partie de l'histoire réelle et ils l'ont adapté pour dire ah bah en fait c'est les vampires qui sont cachés derrière les humains Ok, ouais. qui font une partie de l'histoire. Et donc ce qu'on appelle vampire, c'est voilà Caïn, le vampire de la première génération, il a fondé une ville, il a fait des choses, etc. Et les 13 clans, parce que les vampires sont divisés en 13 clans d'origine, parce qu'il y a eu des variations après, ce sont les troisième générations, donc les petits-enfants, on va dire, de Caïn, qui ont fait leur lignée de vampires avec leurs particularités, leurs faiblesses, etc. Ce qui agrandit beaucoup le lore du jeu parce que ça rend le truc. Donc, pour donner des exemples populaires aux gens, dans les clans, il y a par exemple les Nosferatu. Ouais. Eux, leur défaut, c'est que ils sont difformes. Un peu comme on peut Oui, voir donc dans les vieux films. pour se cacher, c'est compliqué. C'est ça. Ce qui est même dans les jeux vidéo, même dans plein de choses. Mais ils ont des pouvoirs justement pour compenser ça. Mais à côté de ça, on va avoir, je sais pas moi, les toréadors qui eux sont plutôt le clan inverse. C'est-à-dire c'est le clan de la beauté, c'est le clan du. Eux, leur défaut, c'est que par contre, s'ils sont devant une belle sculpture, ils vont avoir tendance à bloquer. Ouais. Et il y a le clan, par exemple, un de mes préférés, qui est le clan malkavien, qui on va dire le clan de la folie, pour simplifier, parce que c'est un peu plus. Moi, j'aime beaucoup dire que quand je joue un malkavien, c'est non, je ne suis pas vous, je ne suis pas fou, c'est vous qui ne savez pas. C'est ma phrase choc, on va dire, avec le. Et donc voilà, il y a 13 clans, donc il y a un clan un peu plus bestial, il y a un clan. Il y a un clan vraiment tourné vers la magie, il y a un clan tourné vers la nécromancie. Enfin, voilà. Et chaque clan a ses particularités, ses faiblesses. Leur discipline de base, donc c'est un système de vampires, il y a 3 disciplines de clans. Ouais. On peut apprendre des disciplines d'autres clans, mais donc ça va être la force, la résistance, le fait de se déplacer. Ça peut être de la perception extrasensorielle à un point où voilà. Ça peut être une sorte d'invisibilité, mais en fait c'est un pouvoir psychologique qui permet de dire aux autres je ne suis pas là, tu n'as pas conscience de ma présence. Manipulation des ombres, la présence. Le pouvoir s'appelle présence, donc c'est vraiment j'arrive et j'impose mon charisme à tout le monde. Ouais. Un peu le pouvoir de poseur, on va dire ça comme ça. La domination qui permet justement de dominer les humains et éventuellement les autres vampires. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et ce qui fait que le jeu est un jeu où il y a vraiment, on va dire, ce qu'on appelle un méta-jeu. C'est-à-dire que ça va plus loin que juste la partie. Ouais. C'est un jeu qui est très adapté à ce qu'on appelle l'interscénario. Là encore, j'ai fait une vidéo sur le sujet parce que tous les jeux ne sont pas adaptés à ça. C'est-à-dire que dans un Donjon Dragon, l'interscénario peut se limiter à je vais aller travailler à la forge pour faire un peu de pièces ou aller me chercher tel équipement, faire ce genre de choses. Ouais, c'est vrai. Mais ça se limite là. Le vampire, ça va être moi ce pouvoir-là, il me permet d'influencer, donc je vais commencer à influencer, je sais pas moi, les dealers de drogue du coin pour que eux me ramènent de l'argent et etc. Ce qui peut après créer du scénario parce que si un autre vampire est sur le sujet, Oui, c'est vrai. ça va créer du conflit politique. Donc pour donner un exemple, j'ai un personnage qui a à peu près 80 parties à son actif. Ah oui. Le reste du groupe aussi. Et je suis devenu un baron anarque de Los Angeles alors que c'était pas mon rôle. Je suis juste un docteur en psychologie pour enfants qui est très humaniste, donc justement qui est très sur des choses très humaines. Et en fait, c'est parce qu'un des joueurs a fait une sorte de campagne pour dire que non, il faut que le baron de la ville, ça soit le docteur Oh My God. Ouais. Et c'est comme ça que je suis devenu baron politiquement, alors que c'était pas du tout mon. Mais ça s'est fait sur une quinzaine de scénarios. Non, mais c'est ça, c'est assez génial. Tu parles de ce personnage-là là, qui a fait 80 campagnes avec la même équipe, tu as dit. C'était le même compteur, c'était le même maître de jeu à chaque fois. Oui, toujours le même maître de jeu. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable de se dire que tout évolue et puis surtout faire suivre le scénario. Enfin, c'est là que je suis toujours un petit peu pas subjugué par les maîtres de jeu, mais ils ont quand même une créativité qui est quand même assez incroyable pour mener à bien les campagnes. Et vu que ce jeu-là, en fait, justement, est très narratif et donc très vivant sur ce genre de choses, ça veut dire que les joueurs amènent eux-mêmes. Parce que techniquement, le fait que je devienne un espèce de politicien de la ville. Oui. Donc, je résume très simplement, mais il y a 3 sectes dans Vampire. Il y a la Camarilla, qui est la principale. Le Sabbat, qui sont un peu détarés en mode on tue les anciens parce qu'ils vont nous conquérir et ils sont un peu fanatico-religieux et eux, la mascarade, ils la respectent pas. Et il y a les anarques. Okay. Donc, ils sont un peu en mode non, mais vos manipulations, parce que la Camarilla est le clan principal, mais c'est que des anciens manipulateurs qui manipulent les autres et on n'est que des sous-fifres. Donc les anarques se sont développés. Et donc baron anarque est l'équivalent, on va dire, d'un prince Camarilla.
Alors que le sabbat, lui, qui est plutôt fortement religieux, ça va être un archevêque de la ville. Donc une ville qui est sous le contrôle d'une des trois sectes va pas forcément avoir le même titre. Ouais, bien sûr. Et voilà, là, je n'ai fait qu'effleurer justement le lore parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai parlé des clans, j'ai parlé des disciplines, j'ai parlé un peu des origines du monde. Il y a tout un lot d'histoires sur pas mal de choses. Dracula a sa propre histoire sur le monde, donc qui est bien écrite, on sait de quel clan il est, comment il a fait pour arriver au pouvoir. Il y a vraiment plein de choses qui sont faites avec le monde réel, et tout ça dans un système qui n'est pas totalement équilibré, parce que toutes les disciplines ne se valent pas, Ouais. tous les clans ne se valent pas, parce qu'il y a des choses qui sont, on va dire, plus ou moins faciles à gérer. Et vu qu'il y a beaucoup de suppléments, il y a beaucoup de contenu qui existe, donc si des gens vont sur le site leroliste.fr, j'ai fait une aide de jeu qui décrit justement toutes les disciplines, tous les clans existants, Ouais. et ça permet au moins aux gens de se dire, ah oui, il y a un clan spécialisé assassinat qui est plutôt arabe au niveau de ses origines, il y a un clan très basé sur le serpentisme, donc une discipline liée à Seth, qui est justement les disciples de Seth, qui sont, comme par hasard, en Égypte, la plupart du temps. Et il y a tout un tas de choses. Il y a le clan de Giovanni, qui est effectivement un clan italien, comme le nom peut le laisser entendre, qui lui est un clan nécromancien, mais qui n'est pas un clan d'origine, parce qu'ils ont mangé on va dire le père d'une lignée justement de nécromanciens pour devenir eux-mêmes des vampires. Il y a toute une histoire, voilà. Donc vraiment, l'histoire est vraiment très détaillée. Donc il y a les 13 clans d'origine, il y a des lignées qui ont été créées qui sont parfois sur peu de temps, parfois qui sont récentes. Donc en fait, il y a un nombre de possibilités de jeu qui sont quand même... Moi, j'ai pas fait le tour. Ouais, bah tu vas En tant que je fais de ce jeu. Voilà. Non, mais voilà, c'est pour dire à quel point c'est vrai que l'univers est extrêmement vaste et qu'on peut s'en approprier une toute petite partie, et même en y passant des heures et des heures, au final, on n'aura fait que effleurer le sujet. Et là où ils ont été forts, je termine juste sur ça, c'est que Vampire fait partie du monde des ténèbres. Ouais. Donc pour l'explication, le monde des ténèbres, c'est Garou, donc un autre jeu où on joue des loups-garous. Ok. Les vampires ne veulent pas trop croiser les loups-garous parce que, en termes de règles de jeu, un contre un, ça ne marche pas en faveur des vampires. Il y a les mages, qui sont des humains, mais qui ont réussi à atteindre la magie, mais qui, eux, ont des pouvoirs qui vont du simple, on va dire de la simple magie coïncidentale, des petits trucs qu'on ne voit pas trop, et certains manipulent le temps et en fait vivent 300 ans alors que c'est des humains. Eux, ils ont des niveaux de pouvoir qui sont complètement bizarres. Ils ont le monde des esprits, ils ont plein de choses. Il y a Vrace, qui est le monde en fait des morts. Ouais. Donc, à moins de jouer des clans comme je parlais des Giovanni, on a peu d'interaction avec les Vrace, même si ça arrive souvent. Et Changeling, qui est, on va dire, le monde des fées. Et tous ces trucs-là ont à peu près les mêmes mécaniques, c'est-à-dire qu'il y a une mécanique de bête intérieure. Mhm. C'est-à-dire qu'un vampire qui perd complètement son humanité devient une bête sanguinaire qui erre dans les rues jusqu'à ce qu'il soit éliminé par ses semblables. Ouais, donc du coup, il y a tout le contrôle justement de cette bête intérieure qu'il faut C'est ça. amener tout au long des campagnes, j'imagine. Voilà. Et donc, il faut imaginer qu'il y a 5 jeux. Enfin, en vrai, il y en a un petit peu plus que ça parce qu'il y a le côté démon, mais c'est très très rare, c'est très très... voilà. Mais ils ont laissé plein de possibilités et on peut interagir avec les autres problèmes. Pour donner un exemple, le scénario d'hier, effectivement, on est à faire avec des garous, mais pour éviter que les garous et les vampires s'entretuent en faveur du sabbat qui veut juste prendre la ville. Ouais. Et nous, on est en mode, alors, on va aider les garous, mais faut pas ça se voit trop chez nos alliés, sinon ils vont croire qu'on est des traîtres. Alors qu'en fait, nous, on sait qu'ils vont envahir la ville, donc on veut pas donner la ville. Ah, comment on fait? Et donc, politiquement, ça donne des trucs très, 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 très intéressants. On a fait une relève, en fait, pour des prisonniers garous qu'on a libérés, mais on a simulé une attaque parce qu'il y avait des caméras, donc on a simulé qu'on se faisait attaquer par un des joueurs qui avait des invocations justement liées au monde des fantômes. Donc c'est fait attaquer par un fantôme qui est apparu. Et on a fait, oh là là, on s'est fait attaquer. Ah non, les civils sont en allée. Oh mince. Ah, c'est dommage, on a raté la mission. Hein. Ça se voit ou pas? Ça se voit ou Ah, pas? c'est cool de voir, mais vraiment toutes les possibilités infinies qu'il y a. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, au final, il y a aussi, c'est quand même un peu théâtralisé parce qu'il faut que tu joues le personnage que tu incarnes. Et comme tu as aussi commencé à le dire, la plupart des joueurs travaillent leurs personnages, du coup peuvent amener des traits. Je ne sais pas si ça peut surprendre le maître de jeu, mais du coup chaque fois les directions peuvent être adaptées aussi en fonction du choix des joueurs. Je vais donner un exemple très, très parlant que j'ai eu plusieurs fois et qui est très très bien pour un MJ. C'est j'ai utilisé un élément d'un pote d'une ancienne partie que j'ai mis qui était devenu fou, enfin qui était voilà, pour faire ça. Et donc j'ai actuellement une campagne où je fais jouer du côté sabbat et il y a trois personnages femmes vampires
et un homme. Mhm. Et il se trouve que le joueur était pas là, donc c'est que des joueurs, hein. C'est juste que 3 d'entre eux ont décidé de jouer une femme. Et en fait, ils ont géré ce cinglé avec les extincteurs. Je reste sobre parce que il y aura tellement de choses à dire. Ouais. Mais ils ont plutôt brisé la mascarade. Bon, eux, ils s'en foutent, ils sont pas de ce côté-là du monde de vampires. Ils ont foutu un bordel en ville assez important. En gros, ils ont dirigé un type complètement cinglé qui avait perdu la bête, justement, contre l'ennemi, contre une base de l'ennemi. Donc, des humains sont morts, il s'est passé plein de choses. Et lui, quand il est revenu, donc à la partie d'après, il avait en plus des activités de chercher des planques parce que la ville est en état de siège pour eux. Et il est un peu revenu en mode bon, les filles, donc ça faisait un peu Charlie, c'est drôle de dame. Et il est un petit peu revenu en mode vous m'expliquez un peu ce bordel? Parce qu'il a appris donc tout ce qui s'était passé en ville. Et donc, les joueurs, ça m'est arrivé plusieurs fois où tu laisses tes joueurs en fait jouer entre eux pendant 1 heure, voire 2, c'est possible. Et toi, tu es derrière ton écran de MJ, tu es en train de prendre des notes et tu te sens vraiment comme le diable incarné en mode mon plan est parfait, je ne l'avais pas prévu, mais ils sont quand même en train d'inventer des trucs et je suis là, prendre des notes, prendre des notes. Et j'ai eu ça plusieurs fois dans ma vie où je pense à une attaque de pirates où on attaquait une ville, j'avais pris un grand tableau, j'avais fait toute la ville sur un grand truc dépliant. Bon, je m'étais un petit peu trompé sur les marqueurs à utiliser, donc la carte est morte, mais ça c'est un autre détail. Et les joueurs ont passé plusieurs heures en train de déviser un plan. Attends, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ok, machin, on organise comme ça. Puis là, on envoie les gens de la ville parce qu'ils ont amené une ville avec eux. Les gens qui se rebellaient contre la ville, nickel. Et en fait, il y a un joueur qui a tout fait foirer en allant voir le maire. Mais pas volontairement. Il pensait pas que ça se passerait comme ça. Et tout le monde a dit, mais t'es complètement con. Et résultat, bah, tu laisses tes joueurs en fait interagir et tu as juste besoin de répondre à des questions de temps en temps et tu laisses faire parce que bah, une fois que les gens sont bien dedans, et ça s'apprend avec les années parce que Vampire est un jeu que je jouais pas du tout de la même manière à 15 ans qu'aujourd'hui. Et effectivement, tu peux vraiment laisser, même sur des Pathfinder, Donjons Dragons, tout ça, s'il y a pas mal d'histoires, s'il y a pas mal de choses à faire et que les gens, même des activités hors scénario direct, ou même des petites fourberies entre eux, tant que c'est pas de s'entretuer, parce que sinon ça sert à rien de faire un groupe. Tu peux effectivement laisser les joueurs inventer les choses et bah toi tu te retrouves finalement à ton scénario suivant est quasiment prêt parce que tes joueurs te l'ont offert sur un plateau d'argent. Ouais, non, c'est vraiment incroyable. À titre personnel, ça fait des années que j'ai pas fait de JDR. C'est pas l'envie qui m'en manque, hein, c'est peut-être le temps. Quoique après, on peut peut-être concilier les deux d'une manière ou d'une autre, hein, ça tu me le diras plus tard. J'ai beaucoup entendu de podcasts sur des campagnes vampires à la mascarade. Et franchement, je passe un bon moment, ça donne envie de découvrir un petit peu ce milieu-là. Mais j'ai un peu l'impression que tous les joueurs qui ont joué à Vampire ont apprécié l'expérience parce que ça change un peu la manière dont les joueurs interagissent entre eux par rapport à d'autres JDR. T'en penses quoi, toi? C'est aussi une des raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est pourquoi aussi ça dure plus longtemps, c'est vraiment ce qu'on appelle le méta-jeu. C'est-à-dire que vu que les joueurs ont chacun leur spécialité, mais très souvent aussi leurs petits secrets, c'est quelque chose qui se met pas en place ailleurs, sauf si, voilà, si je prends un monde bien connu, on va dire de Baldur's Gate, pour ceux qui connaissent, parce que c'est un peu, surtout avec le 3 qui est sorti, voilà. Mais si on prend, voilà, c'est le monde de Faerûn, Baldur's Gate. Il y a une ville qui s'appelle Eau Profonde. Il y a les seigneurs de Eau Profonde. Il y a le port au crâne qui est en fait un port souterrain sous la ville. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et vu que c'est un truc qui a beaucoup de lore, je dis toujours de lore, mais c'est vraiment le point essentiel. Et bah, y compris dans du Donjon Dragon qui est, on va dire, une base très jeu de société, porte-monstre trésor, et puis on a du meilleur trésor, donc on peut tuer des plus gros monstres, qui est assez caricatural, mais techniquement, rien n'empêche aux joueurs dans un monde de Donjons Dragons, un monde de Baldur's Gate, de se dire ah oui, mais là je vais peut-être commencer à. Moi, on l'a fait avec d'autres joueurs sur des campagnes, le fameux club où j'étais il y a 30 ans. On a fait un truc où on a été dans le passé et un des joueurs qui était paladin a eu la bonne idée de se montrer aux autochtones. Parce qu'en fait, il avait des pouvoirs qui le faisaient un peu ressembler à un ange, donc il pouvait déployer des ailes et ce genre de choses. On n'avait pas compris au début pourquoi il faisait ça. Et en fait, vu que c'était dans le passé, et il s'était montré, il avait sauvé des gens, il avait fait plein de choses comme ça. Ouais, il le prenait pour Dieu, quoi. Et il le prenait pour Dieu. Et ce qui fait que quand on est revenu dans le présent, et ben en fait, il avait ce qu'on va, on va appeler ça des points de Dieu. Et il a commencé en fait à devenir un dieu. Ah, c'est excellent. C'est-à-dire à partir de son dieu d'origine en disant non mais là, t'es en train de me partir dans les pattes.
Oui, oui, mais je voulais fonder mon propre truc parce que je suis en schisme avec vous. Enfin bref, Trop bien. il y a eu toute une chose comme ça. Et le mec est devenu un dieu mineur, mais parce que les gens ont cru en lui. Ouais, c'est Et vu que dans ce monde-là, c'était la base, voilà. Et donc, en fait, c'est juste que Vampire a les conditions de base pour permettre ce genre de truc. Par contre, c'est un peu intimidant. C'est-à-dire que on a déjà pris des nouveaux joueurs. Notamment, hier, il y a un nouveau joueur qui était avec nous. ouais. Donc, c'était un joueur expérimenté de Vampire. Donc, il y a des choses, il a recollé les morceaux. Mais par contre, nous, on disait, ah oui, mais on va passer par là. Et puis, on a machin de telle tribu. Puis ça, on peut s'occuper de ça. Et lui, il était en mode, en train de prendre des notes parce qu'il disait, mais je connais pas ces personnes, je connais pas lui, je connais pas ça, je Ouais. connais pas ça. Et on dit, t'inquiète pas, avec nous, on va pas chercher la merde, c'est la merde qui vient à nous. Et il a fait, ouais, ouais, je suis dans un groupe de tinglés. Oui, 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 c'est ça. Ouais, et puis entre deux campagnes, au pire des cas, c'est vrai qu'il peut retrouver ses notes et essayer de retrouver les éléments de l'or pour raccrocher les wagons. C'est ça, puis c'est surtout que, en fait, ça devient un peu ta connaissance de la partie. C'est-à-dire que selon les profils Ouais. de joueurs, il y a des joueurs qui prennent jamais de notes, qui se souviennent vaguement que ah oui, machin, ah oui, je me souviens, oui, c'est un allié. Et ça se passe quand même bien parce qu'on essaie de tous s'adapter, on a tous. Parce que ça demande un investissement. Bah oui. Mais quand un joueur est par exemple à la table, il prend toutes les notes, se dit ah, mais on peut faire ça. Ah putain, par contre, j'avais oublié, etc. Donc ça Oui. demande aussi un certain investissement. Donc Vampire là-dessus, mais vu qu'il y a un système de clans, il y a tout ça, il y a des clans qui sont pas par exemple intéressés naturellement par la politique Oui. et ce genre de choses, il y a toujours moyen de créer un groupe, d'intégrer quelqu'un et lui dire bah écoute, en fait, tu t'as pris un Nosferatu. Bon bah écoute, le principe de ce clan-là, c'est qu'ils ils vivent dans les égouts parce que leur apparence. Mais par contre, c'est ce qu'on appelle le clan des secrets, c'est-à-dire qu'ils observent toujours, ils sont toujours Ouais. là. Voilà, c'est-à-dire que le petit clochard à qui on donne une pièce pour avoir des renseignements sur ce qu'il a vu, bah, c'est peut-être un Nosferatu qui est déguisé et Oui, c'est ça. qui fait ah je te donne des informations, mais voilà. Et comme ça, un joueur est introduit à l'univers, il dit voilà, je peux faire ça, je peux faire ce genre de choses. Et il peut partir vers autre chose. Les clans sont des directions, mais sont pas non plus. Mais voilà, c'est un peu intimidant peut-être pour les débutants Bien sûr. parce que il y a un certain haut niveau. Et c'est pour ça que moi je fais souvent des campagnes plutôt sabbat où en gros c'est des vampires un peu fanatiques religieux. Ouais. C'est un peu plus arcade, on va dire, et ça permet à des joueurs, enfin moi, les joueurs à qui je joue, on est un groupe assez connaisseur, donc on ajoute quand même de la subtilité, mais ça permet aussi à des gens qui sont pas trop investis ou qui n'ont pas le temps, parce qu'on a quelques joueurs dans notre groupe où le mec a eu Oui. un enfant, il y a des problèmes avec madame, etc. Donc lui, quand il arrive, il aime bien que on le guide un peu par le bout du nez parce que il a pas trop le temps de s'investir. C'est un peu comme se mettre sur un Crusader King ou n'importe quel jeu un peu compliqué. Faut considérer que Vampire c'est de ce même niveau-là. Mais si la table et le MJ le permettent, c'est tout à fait adaptable. Comme n'importe quel jeu de rôle, on peut s'adapter aux autres et leur permettre justement de se sentir à l'aise, qui est un des buts aussi du jeu de rôle. Un des buts du jeu de Oui. rôle, c'est de partager une expérience ensemble, pas de rendre des trucs compliqués pour les autres. Donc tout jeu, tout MJ qui joue, ou même les autres joueurs se doivent justement d'accompagner s'il y a des débutants et ce genre de choses. Et c'est souvent plutôt sympa. Ça permet de voir aussi d'autres perspectives de jeu. Tu viens un peu de répondre, mais c'est vrai que si aujourd'hui, parmi les auditeurs, il y en a qui souhaiteraient se lancer dans le JDR, tu pourrais leur prodiguer quoi comme Ça dépend de la situation. Il existe des jeux de rôle gratuits parce que on oublie un aspect, c'est que si quelqu'un veut être MJ de donjon, même de vampire ou n'importe quoi, faut pouvoir acheter les bouquins. C'est 50 € pièce en général le minimum. Oui. Donc dans les conseils que je peux donner, il y a les kits d'initiation. Souvent c'est 30 balles, c'est clé en main, il y a plusieurs scénarios, il y a des dés dedans, il y a ce genre de choses. Ça sort régulièrement selon les jeux. Après, il y a toujours Donjons et Chatons qui, effectivement, lui, est pas trop cher. Je crois qu'il a Ouais. le jeu de base est à 30 €, etc. Je conseille aussi de voir des parties sur Internet pour voir comment les ondes faux. Ne pas se projeter en mode. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, Ouais. j'en parlais vite fait, c'est le Mercer Effect. C'est-à-dire, quand il y a eu le leak Twitch, il y a eu la première chaîne qui marchait dans le monde, c'était Critical Role. Et Critical Role, c'est que des doubleurs de jeux vidéo, de séries, ce genre de choses. Ça a tellement marché Ouais. qu'ils ont même fait une série animée de leur campagne. Ils ont fait une campagne de 120 scénarios dans Donjons et Dragons. Oui. Mais voilà, c'est vraiment des acteurs connus. Enfin, certains ont fait des voix dans Overwatch, dans Last of Us. Et c'est très bien joué parce que c'est que des acteurs. Ouais, c'est ça. Donc ils ont ça en eux déjà, quoi. C'est ça. Et on a l'équivalent qu'on peut avoir en France, c'est Roll and Play. Donc c'est le MJ, c'est Julien Dutel qui a fait notamment des trucs dans Camelot. Et c'est pareil, c'est des acteurs.
C'est des acteurs qui ont été initiés au jeu de rôle, à part le MJ qui Oui. était voilà. Ce qui fait que au niveau des jeux, les gens étaient là, ouais, mais je sais pas jouer comme ça. Non, faut plutôt voir le jeu de rôle comme un peu côté jeu de société. On dit ah, je vais faire telle action, je vais faire telle action. Tu n'es pas obligé de toujours jouer ton action. Si le MJ te dit ah bah le marchand te dit tu veux quoi bonhomme machin et que t'es pas à l'aise, tu dis ah je vais juste lui demander ceci. Ouais. On n'oblige pas, enfin moi c'est ma conviction, on n'oblige pas les gens à jouer le perso si on n'est pas prêt, si on n'est pas dedans. Surtout en début de partie, surtout pour les débutants. Donc voilà, boîte d'initiation, bienveillance parce qu'il n'y a pas à, Bah, c'est sûr. il y a pas à forcer les gens. Quand les gens entendent parler du côté théâtre, ils sont là en mode ah faut que je joue, faut que j'ai une voix terrible machin. Non non non, c'est on est tous, enfin quasiment tous les rôlistes que je connais, on est de piètres acteurs, mais on s'amuse quand même. C'est pas le problème. Donc voilà, ça les voies d'initiation et surtout donc il y a du contenu sur internet pour ça. Ok. Je conseillerais Dice Story. C'est une autre chaîne, donc c'est des camarades qui font des vidéos de jeux de rôle et Kiefer, l'un des deux, Manitou, le deuxième, c'est un duo. Ils ont fait aussi pas mal de vidéos sur, je vais prendre un exemple sur comment illustrer sans IA, comment débuter dans le jeu de rôle, c'est quoi les jeux de rôle gratuits parce qu'il y a des jeux de rôle gratuits. Ouais. Donc Dice Story, ça peut être une bonne source aussi pour aller voir ce genre de choses. Et aussi parce que bah, ils ont leur Discord et ils font souvent des parties communautaires Ouais, c'est bien. où des gens proposent des parties. Et vu que c'est un milieu assez comment dire, bienveillant, on a des gens qui ont bah, le syndrome de l'imposteur, qui sont en mode mais non, je peux pas faire ça, c'est nul, machin. Et il y a des défis créatifs, enfin voilà, il y a tout un truc. Et je pense une des bases du jeu de rôle, c'est un peu la bienveillance. Pas le mode t'es une jeune fille de 15 ans, t'arrives dans un truc où c'est que des gros barbus. Bah, ils peuvent être très bien, très sympas les gros barbus en question, mais ils peuvent aussi être en mode ah mais non, nous on joue à donjon, faut que ton perso soit optimisé, niveau 10, machin. Ouais. Il y a des nerds comme ça, donc voilà, ça fait partie des petits défauts, mais voilà, donc il y a pas mal de ressources sur internet, y compris gratuites. Il y a des gens qui donnent des exemples, etc. Oui. Il y a plein d'amateurs qui sont sur. Bah, en plus, je parle de ça, mais sur mon site, il est surtout connu pour la liste de chaînes de JDR que je maintiens depuis. C'est exactement là où je voulais en venir, justement. C'est parfait. Et effectivement, ouais, je la maintiens depuis. Je crois que je l'avais commencé en 2017. Donc ça date. Il y a une liste donc sur ma chaîne loris.fr. Il y a un lien en haut à droite qui permet d'aller sur la liste des chaînes francophones. Il y a un petit classement, il y a quelques indices sur le site pour les types, s'ils font de l'actual play ou pas. C'est le nom qu'on utilise. Donc tous ceux qui font de l'actual play, bah, c'est des parties réelles. C'est très souvent, à part certains qui essaient de mettre un peu d'effets studio, ce genre de choses, mais ça a un coût. Donc c'est quand même très amateur. Et pour citer le meilleur exemple qui a recréé un boom du jeu de rôle en 2011, je crois que c'est 2011, c'était Aventure, faite sur la chaîne de Joueurs du Grenier. Pour ceux qui ont vu un peu Aventure et qui ont redécouvert le jeu de rôle par ce biais-là, bah c'est pas des acteurs, hein. Les mecs, c'est juste des mecs qui ont du fun entre eux, qui disent des conneries et des fois de la merde entre eux, et qui s'amusent, ils jettent des dés, ils ratent, ils réussissent, et c'est amusant. Donc je pense que maintenant, tous ceux qui veulent commencer le jeu de rôle, il y a les ressources. Faut juste, à la limite, trouver juste les bonnes personnes qui vont vous inciter à prendre le pas, parce que souvent beaucoup de joueurs ne prennent pas le pas et ont l'envie de faire du jeu de rôle en tant que maître de jeu et se posent beaucoup de questions, mais en fait ça peut souvent bien se passer en fait sans trop forcer. Oui, c'est ça. Ça paraît toujours intimidant. C'est quand même toujours compliqué d'essayer de trouver des gens qui puissent accepter un petit peu des novices, les accompagner. Et il y en a partout, quel que soit l'endroit où vous habitez. Vous avez forcément peut-être des rôlistes autour de vous par le biais de ton site. Déjà une excellente ressource. Comme on a commencé à parler de ton site et de ce que tu fais, est-ce que tu peux un peu nous présenter ton activité, ce que tu fais toi dans la vie et justement tes projets autour de ton site et tout ça? Alors, est-ce que tu veux aussi la version de ce que je fais dans la vie réelle ou tu veux juste le rôliste? C'est toi qui vois, voilà, présente-toi à l'audience et tu dis ce que tu as envie de dire. De toute façon, c'est marqué sur le site, il y a un petit historique. Pour faire simple, donc Laurie, 44 ans, un peu un gros geek sur pas mal de sujets. Donc, je suis rôliste depuis 30 ans, je fais du développement informatique depuis 20 ans maintenant. Ouais. Donc mon site existe parce que je maîtrise l'outil informatique, que je crée de temps en temps des outils. Ça peut être des outils pour lancer des dés sur un écran, ça peut être des outils pour créer un personnage sur Shadowrun, Anarchy, de ce genre de choses. Donc, de temps en temps, je développe des outils.
autour du jeu de rôle parce que bah, forcément j'ai la double casquette. Donc dans la vie je suis développeur et mon projet Le Rolliste c'est tout simplement de parler de jeu de rôle qui est on va dire le sujet de cœur avec beaucoup d'autodérision et de conneries parce que je suis pas capable de rester sérieux plus de 2 minutes en général. Donc Très bien, j'adore les gens comme ça. c'est dans ma description, c'est marqué avec sériosité et pingouin Ouais. et heu et le pingouin, en fait, est un élément de mon fameux personnage malcavien fou, donc le psychologue pour enfants. J'ai acheté exprès sur internet une peluche de pingouin Ouais. pour, l'avoir quand je joue mon personnage C'est trop bien. et le pingouin, en fait, ça sert juste, en fait, à la base à ça servait juste à un perso, vu qu'il était psychologue pour enfants, ce qui est un peu con pour un vampire vu qu'il vit la nuit. Mais je trouvais la dérision assez rigolote. Et en fait, ce perso-là, c'est celui qui a justement 80 parties ou plus à son Ouais. actif. Et c'est de là que vient la marionnette. Ok, ouais. Et la marionnette, maintenant, accompagne mes vidéos depuis. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos. Et la marionnette est restée comme un petit élément. Voilà. Mais donc, sériosité et pingouin, mais je dis beaucoup de conneries. Donc voilà. Si vous voulez découvrir le jeu de rôle de façon. Des sujets un peu de tout, mais avec du gag, avec du rythme, parce que c'est comme ça que je suis. Ouais. Bah, je suis la chaîne toute trouvée. Ah bah écoutez, bah les gens pourront aller se ressourcer justement sur ton site. Je mettrai ces infos-là dans les notes de l'émission. Il y a également, de toute façon, toute une partie sur ton site avec les principaux liens de tes réseaux qu'on peut y retrouver. Vous pourrez également retrouver les infos de ce podcast de la même manière dans les notes de l'émission. Pour retrouver des infos sur C'est quoi ton jeu, n'hésitez pas. Il y a le Instagram CQTJ Podcast. Il y a Blue Sky également, @cqtj.fr. Sur YouTube, vous retrouverez une version vidéo de ce podcast, donc n'hésitez pas. Si vous préférez écouter en fond depuis la plateforme YouTube. En tout cas, merci énormément pour le temps que tu m'as accordé et de ce petit partage autour de Vampire. C'était super intéressant et ça donne très très envie. Eh bien, de rien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah si, je peux peut-être passer un petit message. Je vais bientôt faire donc j'ai fait ma vidéo, on va dire des 5 ans, et j'ai dit si jamais des gens veulent poser des questions, je compte faire un truc fac et anecdote avec bah, justement, qu'on était aujourd'hui sur le sujet des anecdotes, voilà. Et c'est vrai que pour l'instant j'ai eu quelques questions, mais beaucoup de questions un peu trolls de mes potes qui sont en mode ah le schmilblick c'est quoi? Ah mais non, posez des vraies questions les gens. Donc voilà, j'ajouterai une dernière chose sur Vampire si tu me le permets. Bien sûr. Après je suis pas rentré dans toutes les anecdotes parce que voilà, mais j'ai parlé de vidéos sur JDR et culture. Parce que je trouve que ça peut amener à se culturer, on va dire. Ouais. Et quand j'étais jeune, j'ai fait maître de jeu, mais à la version Dark Age, donc c'est la version médiévale. Donc j'ai dû apprendre autour des croisades, Ouais. apprendre que Buda et Pest étaient deux villes séparées. Ok. Parce que bah, forcément, quand on a 15 ans et qu'on joue avec des mecs qui ont 19, 25 ans, on essaye d'être un peu près bon sur l'histoire et d'apprendre pas mal de choses. Donc voilà, ça donne exactement plein de choses comme ça. Trop bien. Et Vampire, pour ceux qui veulent s'y mettre, on va dire, à l'univers, mais de façon très... Alors, il y a plusieurs jeux vidéo, dont Bloodline, mais bon, c'est, on va dire... le premier Bloodline était très bien, mais le deuxième est Ouais. un peu raté. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle donc deux jeux qui s'appellent Vampire the Masquerade, Coterie of New York, et l'autre c'est Shadow of New York. C'est un peu ce qu'on appelle des visual novels, c'est-à-dire on choisit un personnage de départ, on répond à des questions et on va décider si on va à tel endroit, on parle à telle personne, qu'est-ce qu'on dit à telle personne. Et c'est des très bons jeux pour un peu le côté tout mystique, un peu le côté politique. Ça donne vraiment une idée des trahisons, des choses comme ça. Donc, Coterie of New York et Shadows of New York, Ouais. c'est souvent à 10 €, voire moins en promo. Et ça permet de se mettre un peu dans l'univers parce que c'est quand même un univers qui est pas le plus abordable, enfin beaucoup moins qu'un Donjon Dragon. Je joue en guerrier avec mon épée et puis je tape les gens. Oui, c'est C'est sûr. pas pareil. Certain. Et donc, si des gens veulent effectivement regarder mes dernières vidéos, et je prends toutes les questions que les gens veulent se poser, y compris sur ma santé mentale. Eh ben, écoute, Il y en a pas, il y en a pas beaucoup. Mais... en tout cas, le message est passé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Lorolist et également sur son site lorolist.fr pour y trouver toutes ces infos et éventuellement lui soumettre les questions. En tout cas, merci énormément pour ce super moment. C'était super chouette. Je vais te laisser tranquille, vaquer à la suite de ta journée. Ça marche. Alors, je te dis à très bientôt et puis écoute, porte-toi bien et bon courage pour la suite. Salut à tous. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Alors d'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Et n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel ?